La hausse des prix de l'essence et du gazole coûte désormais à l'économie française et européenne des centaines de millions d'euros supplémentaires chaque jour. Pas par mois, pas par trimestre, par jour. Et ce chiffre continue de grimper. Depuis le 28 février, quand les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran, le prix du pétrole a bondi de plus de 50%. Le détroit d'Ormuz, un chenal de 33 km de large qui achemine un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel mondiaux, est effectivement bloqué pour la première fois de l'histoire. Le Brent s'échange au-dessus de $110 le baril. Il y a 3 semaines, il était à $70. Mais le prix à la pompe, ce chiffre que vous regardez chaque fois que vous faites le plein, c'est en réalité la plus petite partie de ce qui arrive. Il y a 4 autres vagues de hausse de prix qui foncent vers votre portefeuille en ce moment même, chacune plus importante que la précédente. Et la plupart des gens n'en verront aucune venir avant qu'il soit trop tard pour se préparer. Ce que je vais vous expliquer, ce n'est pas seulement ce qui se passe dans l'économie. C'est pourquoi votre cerveau travaille activement contre vous en ce moment, et ce que ça va vous coûter si vous ne l'en empêchez pas. Ce que vous voyez déjà, l'essence et le gazole. Commençons par ce que vous pouvez déjà constater. Les prix à la pompe. La moyenne nationale a bondi de moins de 1,80 € le litre à plus de 2,10 €. En Île-de-France et sur les autoroutes, certains conducteurs paient au-delà de 2,40 €. Et le gazole, le carburant qui propulse les camions qui livrent littéralement tout ce que vous achetez, a flambé de 36% à près de 2 € le litre. Le ménage français moyen dépense environ 2 000 € par an en carburant, soit environ 40 € par semaine. Si vous payez soudainement 8 à 12 € de plus par semaine, ça ne semble pas catastrophique en soi. Alors votre système d'évaluation des menaces classe ça sous « pénible mais gérable » et passe à autre chose. Ce classement est une erreur. Et la raison de cette erreur révèle quelque chose d'important sur notre façon de traiter le danger financier. Les psychologues utilisent le concept de comptabilité mentale pour décrire la façon dont nous séparons inconsciemment notre argent en cases invisibles. Essence, courses, loisirs, épargne. Quand une case déborde soudainement, on ne s'assoit pas calmement pour redistribuer. On réagit émotionnellement. On coupe tout ce qui semble facultatif. Les restos disparaissent. L'abonnement à la salle de sport est annulé. Les vacances que vous aviez prévues s'évaporent. La contribution à votre livret ou à votre PEA que vous vous étiez promis d'augmenter reste silencieusement là où elle est. Les économistes ont confirmé exactement ce schéma. Quand les prix du carburant s'envolent, les premières victimes sont les expériences. Cinéma, parcs d'attractions, restaurants. Non pas parce que ces choses sont devenues plus chères, mais parce que votre instinct de survie les a reclassées comme des luxes dès qu'une dépense obligatoire a augmenté. Et cet instinct va bientôt devenir beaucoup plus fort, parce que l'essence, c'est juste la vague numéro 1. Les 5 vagues, personne ne les présente correctement. L'impact économique de ce conflit n'est pas un seul pic de prix. C'est une série de chocs qui arrivent à des intervalles différents, chacun amplifiant le précédent. Au moment où la plupart des gens comprennent presque la totalité du tableau, 4 des 5 vagues auront déjà frappé. Vague 1, vous la connaissez déjà, l'essence et le gazole. Elle s'est manifestée en quelques jours. Vague 2. Elle arrive maintenant. Les courses, en particulier les produits frais, fruits et légumes, viande, produits laitiers. Ces aliments ne peuvent donc pas rester dans un entrepôt en attendant que les prix se stabilisent. Le gazole alimente les camions frigorifiques qui les acheminent jusqu'à votre supermarché. Une hausse de 36% du gazole signifie que le coût du transport des denrées périssables vient de grimper en flèche. Les distributeurs n'augmenteront pas les prix du jour au lendemain. Ils absorberont les coûts pendant un moment, comme beaucoup l'ont fait avec les effets des tensions commerciales mondiales ces dernières années. Le problème, c'est qu'ils absorbent déjà. Il ne reste presque plus aucune marge pour amortir un deuxième choc, et quand ils cesseront d'absorber, le prix affiché rattrapera son retard très vite. Vague 3, elle n'arrivera pas avant des mois, mais elle est déjà inévitable. Les engrais. C'est la vague qui devrait vous inquiéter sérieusement, parce qu'elle fonctionne avec un décalage qui la rend presque invisible, jusqu'à ce que les dégâts soient faits. Les combustibles fossiles représentent jusqu'à 80% des coûts de production des engrais. Les pays directement touchés par le conflit, Iran, Qatar, Arabie Saoudite, Bahreïn et Émirats arabes unis, figurent parmi les plus grands producteurs mondiaux d'engrais. Et un tiers de l'approvisionnement mondial en engrais passe par le détroit d'Ormuz, le même passage maritime actuellement bloqué.
La nourriture que vous mangerez en septembre et octobre devient plus chère dès maintenant, à cause des intrants que les agriculteurs paient à prix d'or ce mois-ci. Vous ne ressentirez celle-là qu'à l'automne. À ce moment-là, il sera trop tard pour s'y préparer. Vague 4. Les billets d'avion. Le kérosène a bondi d'environ 85% depuis le début du conflit. Les compagnies aériennes, de Lufthansa à Air France, en passant par les low-cost comme EasyJet et Ryanair, ont déjà annoncé des hausses tarifaires. Et contrairement au prix du carburant à la pompe, qui fluctue quotidiennement, les compagnies aériennes intègrent les coûts du carburant dans leur modèle de tarification des mois à l'avance. Ces tarifs plus élevés ne baisseront pas rapidement, même si le pétrole chute demain. Si vous prévoyez des vacances d'été, vos billets vont faire mal. Vague 5, celle que presque personne n'a encore reliée aux autres, les taux d'intérêt. La Banque centrale européenne prévoyait de continuer à baisser ses taux cette année, ce qui aurait réduit les coûts d'emprunt sur les crédits immobiliers, les crédits auto et les crédits à la consommation. Cette perspective est compromise. Si l'inflation s'accélère davantage, les taux pourraient remonter. Si vous envisagiez d'acheter un appartement ou de renégocier votre prêt immobilier, les calculs viennent de changer sous vos pieds. Un économiste de premier plan a averti que lorsque les chocs inflationnistes se heurtent à l'incertitude géopolitique, les consommateurs ne se contentent pas de réduire leurs dépenses. Ils se figent. Les gens repoussent l'achat d'une voiture, d'un logement, des travaux de rénovation, non pas parce qu'ils ne peuvent pas se les permettre aujourd'hui, mais parce qu'ils ont perdu confiance en ce qu'ils pourront se permettre demain. Et quand des millions de ménages se figent simultanément, cette pause collective peut entraîner toute l'économie avec elle. Le biais d'ancrage. Pourquoi votre cerveau vous trompe? Alors laissez-moi vous poser cette question. Quand vous avez appris pour la première fois que les prix du pétrole avaient grimpé à cause du conflit en Iran, combien de ces effets en cascade votre esprit a-t-il immédiatement relié entre eux? 1, peut-être 2. C'est parfaitement normal. Et c'est précisément là le problème. Il existe un phénomène bien documenté en psychologie comportementale qu'on appelle le biais d'ancrage. Quand vous êtes confronté à un problème complexe à plusieurs niveaux, votre cerveau ne traite pas chaque niveau simultanément. Il saisit le point de données le plus visible et l'utilise comme substitut pour l'ensemble de la situation. En ce moment, pour la plupart des Français, cette encre, c'est le nombre affiché à la pompe. 1 euro, 95, 2,10 €, 2,40 €, peu importe ce que vous voyez dans votre région. Ce chiffre est devenu le substitut de l'intégralité de l'impact économique de ce conflit. Et parce que les prix à la pompe semblent pénibles mais surmontables, votre évaluation interne des menaces classe l'ensemble de la crise sous inconvénients temporaires. C'est exactement ce qui s'est passé en 2022 quand la Russie a envahi l'Ukraine. Les prix du carburant ont flambé, les gens ont grogné. Puis le choc s'est propagé aux courses, aux loyers, aux services, à tout. L'inflation en zone euro a atteint des niveaux inédits depuis des décennies. Au moment où la plupart des gens avaient saisi l'étendue totale du phénomène, les dégâts causés à leur pouvoir d'achat étaient assez déjà faits. Vous n'êtes pas irrationnel de rater ça. Vous faites tourner le même logiciel mental que tout le monde. Mais reconnaître ce logiciel est la première étape pour le court-circuiter. Vos investissements et la panique à éviter. Parlons maintenant de ce qui empêche les gens de dormir la nuit, leurs investissements. Les marchés boursiers européens ont reculé significativement depuis leur plus haut de janvier. Si vous détenez des fonds indiciels, un PEA, une assurance vie en unité de compte ou un plan d'épargne retraite, vous l'avez ressenti. L'or, que tout le monde considérait comme la valeur refuge par excellence, a connu sa pire semaine depuis des décennies. Même les valeurs sûres ne se comportaient pas comme les gens l'espéraient. Quand vous absorbez tout ça d'un coup, quelque chose se passe dans votre système nerveux. Votre amygdale, la partie de votre cerveau responsable de la détection des menaces, se met à crier un seul mot. Vendez, sortez, protégez ce qui reste. C'est l'aversion à la perte à l'œuvre. Des recherches ont démontré que la douleur psychologique de perdre de l'argent est environ 2 fois plus intense que le plaisir d'en gagner le même montant. Une perte de 5 000 € sur un portefeuille ne ressemble pas à un problème de 5 000 €. Elle ressemble à une urgence de 10 000 €. Non pas parce que vous êtes mauvais en maths, mais parce que votre système nerveux a évolué dans un environnement où les pertes pouvaient être fatales. Ce câblage n'a pas été mis à jour pour les PEA et les assurances vie. Mais que se passe-t-il réellement quand les gens agissent sur cette impulsion lors de crises géopolitiques? Une analyse portant sur 40 événements géopolitiques sur 85 ans a révélé que la perte moyenne du premier mois
n'était que de 0,9%, suivi d'un gain de 3,4% au cours des 6 mois suivants. Le schéma est remarquablement constant. Les personnes qui ont vendu dans la panique ont cristallisé leurs pertes. Celles qui ont maintenu le cap ont capté le rebond. Lors du krach boursier de mars 2020, 57 jours plus tard, les marchés étaient revenus à leur point de départ. Puis ils ont continué à monter. Beaucoup de gens qui ont vendu en panique au plus bas ne sont jamais revenus sur le marché. Ils sont restés sur le côté à attendre une certitude qui n'est jamais venue, tandis que la reprise se produisait sans eux. Les économistes comportementaux appellent ça le behavior gap, l'écart entre ce que le marché rapporte réellement et ce que l'investisseur moyen gagne. Cet écart existe presque exclusivement parce que les gens achètent quand ils se sentent optimistes et vendent quand ils ont peur, exactement l'inverse de ce qui fonctionne. Le scénario du pire, la stagflation. Je ne vais pas édulcorer la réalité, parce qu'il y a un scénario qui inquiète vraiment sérieusement les économistes. La stagflation. Inflation en hausse et croissance économique en ralentissement simultanément. C'est le pire cas de figure pour votre argent, parce que les outils qui combattent l'inflation, hausser les taux d'intérêt, écrasent aussi la croissance. Et les outils qui stimulent la croissance, baisser les taux, aggravent l'inflation. Il n'y a pas de sortie propre. Si le conflit s'enlise et que le détroit d'Ormuz reste perturbé, certains analystes projettent que le Brent pourrait approcher les $130 le baril. À ce niveau, on dépasse le stade de l'inconvénient. On entre dans celui des dégâts structurels au budget des ménages, aux dépenses de consommation et aux bénéfices des entreprises. La comparaison que les analystes ressortent sans cesse, c'est l'embargo pétrolier de l'OPEP de 1973. Chaque grand choc pétrolier de la seconde moitié du XXe siècle a été suivi d'une forme de récession, et la disruption actuelle est décrite par l'Agence internationale de l'énergie comme le plus grand défi de sécurité énergétique mondiale de l'histoire. Ce n'est pas une formule qu'on utilise à la légère, et même quand tout cela se résoudra éventuellement, le soulagement ne sera pas immédiat. Les économistes décrivent ce qu'on appelle l'effet fusée et plume. Les prix montent comme une fusée quand les coûts augmentent, mais redescendent comme une plume quand ils baissent. Après l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, le carburant a flambé en quelques jours. Il a fallu des mois pour revenir à la normale. Même schéma, la hausse a été immédiate, la reprise glaciale. Ce que vous pouvez contrôler, agissez maintenant. Respirez un bon coup. Parlons maintenant de ce que vous pouvez contrôler. Parce que la différence entre les gens qui sortent des chocs économiques plus forts et ceux qui en sortent plus faibles n'a presque rien à voir avec ce qui s'est passé. Elle tient entièrement à ce qu'ils ont fait pendant que ça se passait. La chose la plus importante en ce moment est de ne pas vendre vos investissements par panique. Je sais que chaque instinct vous dit de passer à la liquidité, mais les recherches montrent de manière constante que c'est l'erreur la plus coûteuse que font les investisseurs lors des crises géopolitiques. Les guerres peuvent durer plusieurs années, mais l'horizon d'investissement de la plupart des gens est de plusieurs décennies. Passer à 100% en liquidité n'élimine pas le risque. Ça remplace le risque de marché par le risque d'inflation et le coût d'opportunité. Il n'existe pas d'option sans risque. Même être trop conservateur est un risque, parce que vous pouvez survivre à votre argent. Ensuite, vérifiez votre épargne de précaution. Les conseillers financiers recommandent généralement 3 à 6 mois de dépenses sur un compte facilement accessible, comme un livret A ou un LDDS. Si votre coussin est mince, c'est le moment de le constituer. Non pas parce que le pire cas est garanti, mais parce que la sécurité psychologique de savoir que vous pouvez absorber un choc est l'outil financier le plus sous-estimé qui soit. Considérez votre épargne de précaution moins comme un compte d'épargne et plus comme une police d'assurance contre votre propre réponse à la peur. Révisez vos dépenses avant que les vagues suivantes n'arrivent. L'essence est déjà là. Les courses arrivent, les billets d'avion arrivent, la révision des taux d'intérêt arrive. Si vous attendez que les 5 vagues aient frappé votre compte bancaire pour ajuster votre budget, vous serez à réagir dans l'urgence au lieu d'agir de manière proactive. Réduisez les dépenses discrétionnaires maintenant, avant d'y être forcé, et redirigez ces euros vers votre coussin financier. Si vous investissez selon un calendrier régulier, versement mensuel sur votre PEA ou votre assurance vie,
continuez. Ça semble contre-intuitif. Je sais que votre instinct vous dit d'arrêter de mettre de l'argent dans un marché qui baisse. Mais c'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging, ou investissement programmé. Quand vous investissez un montant fixe chaque mois, vous achetez automatiquement plus de parts quand les prix sont bas et moins quand ils sont élevés. La volatilité qui semble terrifiante en ce moment réduit silencieusement votre coût moyen par part. Dans des années, les parts que vous avez achetées pendant ce conflit seront probablement parmi les meilleurs investissements que vous aurez jamais faits. Enfin, cartographiez votre exposition spécifique au prix de l'énergie. Si vous faites de longs trajets quotidiens, l'équation financière pour un véhicule hybride ou électrique vient de changer. Si vous portez des dettes à taux variable, un crédit à la consommation ou un prêt immobilier à taux révisable, attaquez-les maintenant. La BCE ne va pas baisser ses taux de sitôt, ce qui signifie que vos coûts d'emprunt restent élevés plus longtemps que quiconque ne l'anticipait il y a 6 mois. Et si vous êtes chef d'entreprise ou artisan qui déplace des marchandises physiques, vos coûts de transport viennent de bondir. C'est le moment de renégocier les contrats, de consolider les livraisons ou de trouver des fournisseurs plus proches avant que la hausse du gazole ne grignote vos marges. Ce qui distingue ceux qui s'en sortent, voici ce qui distingue les gens qui traversent des périodes comme celle-ci en restant financièrement intacts de ceux qui ne le font pas. Et ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question d'avoir plus d'argent. C'est une question de rapidité de réaction. Les recherches sur les chocs économiques passés, la crise pétrolière de 1973, l'effondrement financier de 2008, la pandémie de 2020, la flambée d'inflation de 2022 révèlent un schéma constant. Les ménages qui s'en sont le mieux sortis n'étaient pas ceux qui avaient les revenus les plus élevés. C'étaient ceux qui s'étaient ajustés le plus tôt, qui avaient reconnu les signaux avant que l'impact complet n'arrive et qui avaient fait de petits mouvements sans éclat. Réduire les dépenses discrétionnaires, renforcer l'épargne, maintenir les versements d'investissement, rembourser les dettes à taux élevés. Aucun de ces gestes n'est dramatique. Aucun ne fait une belle histoire. Personne ne publie sur les réseaux sociaux à propos du moment où il a transféré 200 € par mois des restaurants vers son livret A. Mais c'est exactement le genre d'ajustement invisible qui crée une vraie distance financière entre les gens préparés et les autres. Capitaliser sur les 6 à 12 mois qu'une perturbation économique met habituellement à se propager entièrement dans le système, ces ajustements précoces créent un écart énorme. Non pas parce que les mouvements individuels sont importants, mais parce qu'ils ont commencé avant que la pression n'arrive. Vous regardez cette vidéo en ce moment. Vous pensez à votre argent, votre budget, votre portefeuille, votre exposition. La plupart des gens ne penseront à rien de tout ça avant que la 4e ou la 5e vague n'ait déjà frappé leur compte bancaire. À ce moment-là, la fenêtre pour des ajustements proactifs sera fermée. Votre fenêtre est ouverte en ce moment. Vous n'êtes pas irrationnel de vous sentir anxieux face à ce qui se passe. Cette anxiété est le signal correct. Elle signifie que vous faites attention. L'erreur n'est pas d'éprouver la peur. L'erreur est de laisser la peur choisir à votre place. Vendre en panique, se figer et faire semblant que ça va passer, ce sont les réponses pour lesquelles votre système nerveux a été conçu. Et elles sont exactement fausses pour ce moment. La bonne réponse est plus discrète. Revoyez votre budget, vérifiez votre épargne de précaution, continuez vos investissements réguliers, cartographiez votre exposition à l'énergie. Et une fois que vous avez fait ces étapes, accordez-vous la permission d'arrêter de défiler frénétiquement les actualités financières. Les titres sont conçus pour amplifier la peur, pas pour informer l'action. Vous avez déjà pris les mesures qui s'imposent, vous n'avez plus besoin de la peur. Vous avez navigué l'incertitude avant, vous naviguerez celle-ci aussi. La seule question est de savoir si vous laisserez la perturbation prendre des décisions à votre place, ou si vous les prendrez vous-même. Si cette vidéo a changé votre façon de penser les prochains mois, laissez un commentaire et dites-moi quel est le premier geste que vous allez faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cette histoire n'est pas terminée et votre fenêtre d'action non plus.